Bonjour à tous, je viens vous tourner la vidéo de mes lectures du mois. J'ai décidé de pas prendre mon micro parce que je le trouve genre insupportable et je trouve que c'est plus agréable comme ça. Voilà, je pense que c'était le pire investissement de ma vie. Je suis désolée pour les travaux derrière, vous allez les supporter tout le long. Moi je vais les supporter pendant plusieurs jours, donc en fait, vous plaignez pas. Aujourd'hui on se retrouve pour mes lectures du mois. J'avais tourné une vidéo que je n'ai pas postée, que j'ai supprimée, donc vous la verrez jamais, sauf si je la retourne. J'avais tourné une vidéo sur un oui non peut-être avec 9 livres de fantasy, donc 3 non, 3 peut-être et 3 oui. Je sais pas si je la retournerai. Donc dites-moi si ça vous ferait plaisir, je ne sais pas. Passons à mes lectures du mois. Il y a 12 titres. Je vais commencer par les 3 BD graphiques que j'ai lus. BD romans graphiques en vrai, je sais pas. C'est toujours rangé au même endroit dans les médiathèques, puisque pour le coup, je les ai pris en médiathèque. J'ai très peur, tout le temps, d'acheter des BD graphiques ou des romans graphiques, je sais toujours pas, et de pas aimer. Genre, j'ai lu le journal de Samuel et j'ai trouvé un peu boring, quoi. Et je me suis dit, putain, j'ai mis 26 € là-dedans. Je l'ai revendu genre 15, je crois, sur Vinted. Et vraiment, il était neuf, quoi. Je l'avais acheté une semaine avant. Et ça m'a fait chier, quoi. J'ai perdu 10 balles dans un livre qui m'a pas plu tant que ça. Du coup, maintenant, les romans graphiques, pour le coup, bah, je les loue à la médiathèque et comme ça, je sais si j'aime ou pas. En premier, j'ai lu Young Men de Johan Sfar et vous voyez, lui, je voulais l'acheter à mort et je suis bien contente de ne pas l'avoir fait parce qu'il coûte 26 € et que je n'ai pas du tout aimé pour plein de raisons. Déjà, j'ai pas tant aimé les illustrations que je trouve extrêmement bizarres, voire classiques. Alors, il y en a qui sont sympas, mais il y en a vraiment. Peut-être vous trouvez une page où je trouve qu'elles sont vraiment. Voilà, c'est des os. Ah, ça m'a pas plu quoi. Et en plus, le vrai problème du livre, là je vous mettrai une vidéo sur le côté, c'est les écritures. Ok, smart. C'est les écritures qui sont absolument illisibles les 3 quarts du temps. Enfin, j'ai trouvé ça insupportable à lire, vraiment. J'étais comme ça, je plissais les yeux pour essayer de comprendre ce qui était écrit. Enfin voilà, la lecture a été hyper désagréable, en plus il est pas petit. Et je pense que ce qui fait que j'ai pas aimé aussi, c'est le fait que ce soit un livre qui relate une partie de sa vie et qui sort bien après plein de livres qui l'ont rendu populaire. Et donc je pense que si on aime Johann Sfar et qu'on a lu tous ces livres-là, ce livre nous intéresse parce que c'est sur la vie de l'auteur. Moi, c'est le premier que je lis de lui, donc j'admets que ça m'a pas tant plu parce que bah, la vie de Johann Sfar, je m'en calisse. Voilà. La deuxième BD graphique, roman graphique, je sais toujours pas que j'ai lu, c'est Deux femmes de Songaram. Alors je vais pas vous mentir, je l'ai absolument pas regardé, je l'ai juste pris parce que je me suis dit que j'avais envie d'en lire et je pensais que c'était une romance lesbienne. C'est pas du tout le cas, hein, pas du tout. C'était hyper intéressant, mais du coup, c'était pas du tout ce pourquoi je l'avais pris. Après, il faut juste se renseigner, hein, parce que j'aurais lu ici, j'aurais su que ce n'était pas une romance lesbienne. C'est la vie de deux femmes à Séoul ou juste en Corée qui vivent dans une société très très misogyne et qui essayent de juste avoir une vie correcte et qui y arrivent ou pas. C'est hyper intéressant en vrai. Ça montre à quel point les sociétés sont misogynes. Alors en vrai, en Europe, on a globalement de la chance, bien plus qu'elles. Mais ça m'a rendu hyper triste et en vrai, c'était très intéressant, donc je vous le conseille. Voilà. Pour moi, c'est une bonne lecture. En dernier roman graphique, j'ai lu La vie des autres de Léna Sorel. Pour le coup, j'ai vraiment, vraiment kiffé l'histoire. J'ai regardé même s'il n'y en avait pas d'autres sur les mêmes personnages, qu'elle avait peut-être continué. C'est assez simple en vrai, mais j'ai trouvé les illustrations super belles et ça m'a grave plu. Genre, des fois, il n'y a rien d'écrit, c'est juste on voit les mouvements des personnages et j'ai trouvé ça hyper cool. Elle est hyper agréable à lire pour le coup. Si je l'avais achetée, je n'aurais pas regretté parce qu'elle est très sympa. Mais voilà. Franchement, je vous la conseille si jamais. J'ai trouvé ça très très mignon. Ensuite, je vais vous présenter mes 2 lectures en anglais. Il y a eu How to Stop Time de Matt Eggs et Books and Bewitchment de Lisa Juice. Pour Matt Eggs, je n'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé que l'histoire elle était boring, qu'elle était longue, qu'il y avait des choses qui étaient incompréhensibles. En fait, on suit un gars qui vit des siècles. Enfin, il a un vieillissement très 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 long et du coup, il vit très longtemps. Donc, on suit ce gars. Et ce gars, il se fait endoctriner pendant genre 400 ans par un mec. Et il n'y a aucun moment où il se dit que c'est peut-être enfin, c'est peut-être absurde. Enfin, j'ai trouvé que c'était un peu tiré par les cheveux. Bon, après, évidemment, quand tu vis 400 ans, c'est tiré par les cheveux. Mais que même le fond de l'histoire était incomplet, tiré par les cheveux. Et on voit que son idée de base, elle est bonne. Mais il s'en est très très mal servi. Enfin, personnellement, j'ai pas aimé. Alors que du même auteur, The Midnight Library, j'avais tellement aimé. C'était un coup de cœur carrément la fois où je l'avais lu. Pareil en anglais, bah là, pas du tout. Là, vraiment, vraiment pas. Alors, effectivement, c'est pas compliqué à lire si vous commencez à lire en anglais. Matt Eggs, c'est toujours une bonne idée. Mais celui-ci, je vous le conseille pas, quoi. Et pour Books and Bewitchment, il est génial. C'est une petite lecture vraiment simple en vrai, c'est pas hyper compliqué. Franchement, il est mignon, les personnages sont adorables. Les personnages, en fait, c'est vraiment ça. C'est qu'en vrai, il y a plein de trucs où t'es un peu en mode vas-y, c'est too much, vas-y, c'est pas bien recherché. Mais les personnages sont tellement mignons que ça suffit quoi.
Je pense que le seul point négatif qu'on peut trouver à ce livre, et globalement je lui reproche mais pas vraiment, c'est que pour un livre qui parle de sortilèges et tout, on reste un peu sur notre fin en termes de magie. Je trouve que, enfin, en vrai, il n'y a rien qui nous brûle les yeux. Mais en vrai, c'est bien quand c'est simple aussi. Il n'y a pas besoin qu'il y ait 46 extravagances. Juste, bah, effectivement, je peux comprendre que ça déplaise. Smart, tu nous fais quoi là? Ensuite, j'ai lu un thriller que je n'ai pas, mais je vous le mettrai ici. C'est Prime Time de Maxime Chatham. Alors, pour le coup, j'adore Maxime Chatham de base. D'accord? Et là, les derniers que j'ai lus, c'était moyen. J'avais lu 8,2 secondes, j'avais pas trop accroché. J'avais lu Luxe, j'avais pas trop accroché. Prime Time, c'est mieux, mais il y a des points. Genre à un moment, il dit un noir, je crois, ou je sais plus exactement ce qu'il dit, mais j'étais en mode, waouh, enfin. Un black, il dit un black. Mon Dieu, mais est-ce qu'on peut évoluer? Genre, je ne comprends pas que le gars écrit ça. Il y a eu des corrections, il y a eu des correcteurs, il y a une maison d'édition, ils ont validé, ils ont fait OK, genre en 2025. Et il y a plusieurs trucs qui me dérangent, il y a des plot twists, si on peut dire, je suis même pas sûre qu'on puisse appeler ça des plot twists, qui sont absolument pas nécessaires, voire désagréables, voire qui se foutent de la gueule du lecteur. Et j'étais un peu en mode, bon, en vrai c'est bien, mais Maxime Chatham, je nous ai habitués à bien mieux, donc moyen. Ensuite, j'ai deux fantastiques, non, enfin un seul fantastique, parce que lui, je sais pas trop comment je peux le nommer, on verra après. En tout cas, pour La République du Dragon, qui est le tome 2 de La Guerre du Pavot, c'est... J'ai un avis très très mitigé sur ce livre. Dans le sens où, si vous avez aimé La Guerre du Pavot, peut-être que vous l'aimerez aussi. Mais, moi qui ai trouvé La Guerre du Pavot un peu long, et en même temps, j'aurais aimé que ce soit deux tomes qui prennent plus leur temps, enfin c'était assez compliqué, il y avait trop d'infos. Celui-ci, je trouve que c'est juste un cercle, et que ça tourne, et qu'on vit les mêmes choses en boucle, que c'est très long pour pas grand chose. Et moi je pensais surtout que La Guerre du Pavot c'était une duologie, que ça s'arrêtait après celui-ci. C'est pas le cas, c'est pas le cas, il y a encore 2 ou 3 livres à paraître. Ça me fait un peu chier. Voilà, si c'est 2 ou 3 livres encore aussi gros que celui-ci, où il se passe autant de choses et en même temps absolument rien, je pense que ça va me gaver. Et que plus ça va passer, moins j'aimerais. Et plus je serai en mode, bon bah vas-y, La Guerre du Pavot c'était pas si bien. Alors que je trouve que les idées sont excellentes, que le monde fantastique est super bien créé, que les politiques sont hyper bien développées. Ça je l'avais déjà dit dans le premier tome. Enfin c'est plus dans le premier tome d'ailleurs que dans celui-ci, parce que celui-ci on s'habitue. Et du coup c'est plus agréable et c'est plus facile de suivre. Mais bah, il se passe moins de choses intéressantes du coup. Donc... Voilà. Après, moi j'aime bien parce que je trouve l'univers sympa, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des points faibles assez gros sur ce livre. Ensuite, du coup, Tant que fleuriront les citronniers, c'est une très bonne lecture, mais je sais absolument pas comment la classer. C'est pas vraiment du fantastique, mais c'est pas vraiment du réalisme non plus. C'est un livre qui parle de la guerre en Syrie. On suit une femme qui est médecin, plus ou moins chirurgienne, alors qu'à la base elle est juste infirmière, mais bon, il faut renflouer les hôpitaux. Et on suit son histoire. Je l'ai trouvé très beau. Il y a des choses qui m'ont un peu retourné. Après, évidemment, on parle de la guerre, on parle de sujets qui sont hyper importants. Pour moi, c'est le genre de lecture qu'il faut lire. C'est un roman jeunesse, donc je peux comprendre qu'à certains moments, j'étais un petit peu en mode boring. Franchement, j'ai pas réussi à comprendre réellement la morale qu'elle voulait nous faire passer. Ça n'empêche pas que le livre est très bien et que je pense que pour le public concerné, donc plus les 12-16 ans, il est beaucoup plus pertinent que pour moi. Par contre, j'ai trouvé hyper intéressant de suivre des protagonistes qui sont musulmans. C'est hyper rare, je crois que ça n'était jamais arrivé. Et de voir la place que prend leur Dieu dans toute leur vie qui est absolument misérable. Parce qu'ils vivent au milieu de la guerre, dans des habitations qui sont en débris. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc voilà, il a beaucoup de points positifs et vraiment très peu de points négatifs. En fait, les seuls points négatifs que je lui vois, c'est des choses qui m'ont moins plu, mais qui peuvent très bien plaire à d'autres personnes et du coup de rentrer dans leurs attentes. Enfin, je vais vous présenter toutes mes petites lectures du mois. Là, pour le coup, il y en a 4. Pour moi, c'est des romans contemporains. Je sais pas si on peut parler de ça à chaque fois. Je sais pas trop, les gens, ils ont tendance à classer ce genre de romans dans plein de façons différentes. Genre, celui-ci, on va dire que c'est un feel-good. Je déteste ce terme. Le feel-good book, je le trouve imbuvable. Quand j'étais en études de métier du livre, du coup, j'ai une prof qui tenait à ce que je dise dans mon exposé que Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta est un feel-good book. Moi, à la fin de Tout le bleu du ciel, j'avais envie de me jeter par la fenêtre. Donc je suis pas tellement sûre du terme. Et j'ai beau eu à lui expliquer que pour moi, il n'y avait rien de feel good book dans ce livre-là. Et ben, elle y tenait. Donc en fait, ce terme me sort par la tête, en fait. Il y a aussi le terme littérature blanche pour ce genre de roman. Donc je ne sais pas dans quoi vous avez envie de les classer. Personnellement, je vais les classer dans littérature contemporaine pour l'instant. Voilà. Donc d'abord, je vais vous parler des vents contraires d'Olivia Adam. Alors Olivia Adam, il faut savoir que pareil, dans cette première année avec cette même prof, on avait eu une lecture obligatoire, c'était l'Élisière de Olivia Adam et j'avais trouvé ça génial, j'avais adoré l'Élisière. J'avais trouvé que la lecture était géniale, le livre super bien, très engagé,
J'avais trouvé ça hyper cool. Ici, il y a plusieurs trucs qui m'ont cassé les couilles. Voilà. Le protagoniste qui se prend pour je ne sais qui a du mal à gérer sa propre vie, mais qui par contre va aller aider tous les clochards qui lui tombent dessus, ça m'a gavé en vrai. Enfin, je sais pas, t'as 2 enfants en bas âge, tu t'occupes d'eux. Voilà. Un truc qui m'ont. Genre par exemple, dans le livre, on sait clairement que sa femme a disparu. Enfin, c'est l'arrière de couverture, je vous mens pas. Tout le long, quand il va parler d'elle dans ses souvenirs en mode oh, elle me manque trop, c'est ses fesses qui lui manquent, c'est le fait de l'avoir nue, c'est le fait de coucher avec elle. Je sais pas, la mère de tes enfants a disparu. Il n'y a pas des choses qui te manquent davantage? Partager ta vie de famille avec elle, je sais pas. J'ai détesté. Je pense honnêtement que j'aurais même arrêté ma lecture et je l'aurais abandonnée si je l'avais pas lu dans l'avion et que j'avais que ça à faire. Parce que franchement, ça m'a dégoûté. Genre frère, ta femme elle a disparu, tu pensais à elle que de manière sexuelle. J'espère sincèrement que jamais de la vie t'auras de nouveau une femme en fait. C'est un zéro pointé pour moi. Olivia Adam, tu m'as habitué à bien mieux et là, franchement, je sais même pas si j'en reviens un jour. Philippe Claudel, la petite fille de Monsieur Lynn, c'est une petite histoire vraiment minuscule que j'ai lue, je pense, en 1h30 un soir avant d'aller me coucher. Elle est hyper mignonne. Alors, c'est pas hyper recherché, je pense qu'on peut s'attendre à peu près à tout. Mais je l'ai trouvée adorable. Franchement, c'est une belle lecture. En plus, c'est très bien écrit. Donc, du coup, ça se lit tout seul. Et je vous le conseille. Il est très très mignon. C'est un petit livre. Ça vous coûte rien. Et voilà. Moi, j'ai eu une couverture super mignonne. Je l'ai acheté en ressourcerie. Et je l'avais vu plein de fois, ce livre. Notamment avec l'édition stock. Moi, j'aime bien l'édition stock. Mais là, je le trouve beaucoup plus mignon en livre de poche. Franchement, c'est très beau. Voilà. Ensuite, il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. J'ai bien aimé, mais c'est vraiment pas un de mes préférés de Virginie Grimaldi. Et il y a une explication à ça, qui je pense, enfin, j'en suis même sûre, est volontaire de sa part et que j'ai pas du tout aimé. On suit 3 filles, donc une mère et ses 2 filles, et on suit le point de vue des 3. On suit le point de vue interne de la mère et on suit les carnets de la grande et le journal intime de la petite. Ça permet d'avoir leurs 3 points de vue sans les suivre de la même manière, ça j'ai trouvé ça hyper cool, mais le journal intime de la petite me gave. Parce qu'elle a 12 ans, c'est pas un bébé, voilà, c'est pas une petite fille, et il y a des moments où tu te dis, mais en fait, je sais pas, on pense qu'elle est débile cette enfant, je ne comprends pas. Il y a plein de moments où elle va écrire des expressions françaises très mal. Alors, une fois ou deux, c'est marrant. 15 fois, c'est hyper chiant. Voilà. Elle est pas conne, elle a pas 3 ans et demi, donc elle est en capacité d'écrire des trucs qui sont pas débiles. Et à plein d'endroits, elle fait des actions qui, franchement, sont. Je sais pas, pour une enfant de 12 ans, ça me paraît improbable. C'est-à-dire qu'à un moment, elle va laisser le frigo ouvert, histoire de rafraîchir l'espace. Aucun enfant de 12 ans ne fait ça. Parce qu'à 12 ans, t'as une conscience climatique, premier point, t'as une conscience écologique, et t'as un minimum de conscience sur le fait qu'on laisse pas un frigo ouvert. Voilà. À 12 ans, je vous jure que ça va, je pense. Donc j'ai trouvé ça franchement chiant. Mais sinon, le livre, il est hyper mignon, les personnages, encore une fois, trop chou. Il y a des plot twists, j'aime pas ce terme en vrai, il y a juste des retournements de situation, ce qui est normal, qui sont hyper intéressants. Franchement, j'ai grave kiffé. On peut s'y attendre ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, moi j'ai trouvé ça hyper marrant. Mais j'ai bien aimé, il est sympathique. La table. Ma dernière lecture du mois, c'est Marie Vareille, La dernière allumette. Je m'en suis toujours pas remise. C'est un énorme coup de cœur. C'est mon coup de cœur du mois. C'est mon plus gros coup de cœur de l'année jusque-là, je pense. Il est magnifique. Il est merveilleux. On suit 2 protagonistes, Gabrielle, enfin on suit surtout Abigail. On suit Gabrielle par le point de vue d'Abigail, qui est sa petite sœur. Il y a énormément de choses dans ce livre, il y a énormément de points, il y a énormément de retournements de situation, on fait travailler notre cerveau. Il pourrait y avoir 2 lectures tellement que la première elle nous transcende et la deuxième pourrait nous faire comprendre plein d'autres choses. J'ai tout aimé, jusqu'au moindre petit détail, tout était bien. Et pourtant, au tout début, quand je l'ai commencé et que j'ai vu qu'on suivait le journal intime d'une petite fille, j'étais en mode non. Non, non, je viens de me taper le Virginie Grimaldi avec le journal intime insupportable là. J'avais pas envie. Je vous assure, j'étais en mode non. Donc je l'ai laissé de côté. Et puis vu que c'était censé être une lecture commune que j'étais censée faire avec une pote, elle m'a dit ah, Agathe, t'en es où? J'étais en mode j'ai lu 35 pages et je l'ai laissé, enfin, je l'ai laissé tomber quoi. Donc du coup, je m'y suis remise et en fait c'est génial. En fait, le journal intime est hyper logique. L'écriture du journal intime est hyper agréable. Il y a plein de choses qui ont du sens fois 1000. Enfin, en fait, il pouvait pas être mieux écrit. Je pense sincèrement qu'il ne pouvait pas mieux être fait, mieux être pensé. Au début, le rythme il est lent, plus le livre avance, plus le rythme est rapide. Donc c'est hyper simple à suivre. Enfin, moi, il m'a brisé le cœur, hein. Voilà, je vous le dis. De toute façon, à chaque fois que j'ai vu une revue de ce livre, j'ai lu des gens qui disent qu'il faut absolument le lire. Et selon moi, oui, vous devez le lire. C'est des sujets qui sont hyper importants. On parle d'une famille qui est brisée, d'une famille qui est meurtrie avec des violences conjugales. On suit des enfants
qui ont vécu dans une famille où il y a des violences conjugales. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'on voit clairement à quel point ça les touche dans leur personnalité, à quel point ça va les toucher toute leur vie, à quel point ça a eu un impact sur eux. Et je trouve ça hyper pertinent. Pareil, la petite fille, elle est HPI un peu, elle est trop intelligente et on voit tout l'impact que ça a sur sa vie. On voit à quel point ça a un impact sur elle, à quel point personne ne l'aime. Tout le monde trouve que c'est une petite fille bizarre. Elle a du mal à se faire des amis, elle saute des classes, donc en plus il y a un décalage d'âge. Enfin bref, c'est hyper intéressant. Vraiment, il y a énormément de points et tous les points sont intéressants et bien développés. Je peux pas dire mieux, il est génial et je pense que tout le monde devrait lire. Pareil, c'est pas une très très grosse lecture, c'est un poche. Allez-y. Allez-y 1000 fois. Franchement, vous n'avez absolument rien à perdre à essayer. Et je pense que je le vendrai jusqu'à ma mort celui-ci parce qu'il est extrêmement beau. Là, j'ai dit à ma mère que je voulais absolument qu'elle le lise alors qu'elle lit que des thrillers, mais je pense qu'il lui plaira. Enfin, vraiment, le rythme peut plaire à tout le monde, je pense, peu importe ce que vous lisez. D'ailleurs, je pense que si vous voulez vous mettre au contemporain, c'est une très bonne initiative parce qu'il est extrêmement beau. Alors, il est lourd, il est dur, mais il est très très beau et le rythme est tellement. Enfin, le rythme avance à une vitesse tellement agréable que je pense que vous êtes obligé d'être dedans et que vous pouvez difficilement ne pas aimer. Voilà. Donc, je vous le conseille simplement. Toutes mes petites lectures du mois sont donc ici, sauf Prime Time. J'ai beaucoup aimé, je pense que globalement c'est un bon mois de lecture. Déjà c'est un énorme mois de lecture parce que je lis jamais autant. Mais bon écoutez les gars, je suis sans emploi, j'ai que ça à faire donc je lis beaucoup. Et il y a eu beaucoup de petits coups de cœur. Il y a eu des livres que j'ai bien aimés mais qui n'étaient pas des coups de cœur. Il y a eu des livres que j'ai pas aimés, j'ai lu un peu de tout. Franchement, j'ai rien à dire, c'était un mois assez constructif. Voilà, donc j'avais très envie de pouvoir faire une vraie vidéo. Ça fait longtemps que vous en avez pas eu, je suis désolée, mais en vrai, je crois que le format YouTube me plaît sans me plaire parce que je déteste le montage. Voilà. Et puis en plus, j'ai tellement peu de stockage que c'est vraiment juste un enfer le montage pour moi. Voilà. Bref, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Et voilà quoi. Bisous!